merci donc à M. Jean-Louis Debré d'être présent parmi nous, à David Chantran également de faire de M. Loyal la controverse. C'est le 3e café historique parisien, et merci à Stéphane Barry et au café historique de Bordeaux qui vient s'exporter ici à Paris, donc d'assurer de sa présence. Le café historique est fait en relation avec la librairie Fontaine-Haussmann, avec Stéphane Barry pour la partie bordelaise. Et je laisse la parole tout de suite, en vous remerciant, à David Chantran et puis à M. Debré. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'être. N'appelez pas, monsieur. Ah, pas Monsieur le Président. Je me suis Ah, d'accord. plus rien. Oh, Je vais vous raconter une histoire. oui. Pourquoi je veux pas qu'on m'appelle président? La première fois que j'arrive à l'Assemblée nationale, je vais au restaurant, je m'assois, je dis non, c'est la place du ministre. Je vois arriver un vieux monsieur. Je lui demande, mais l'hôtel, mais c'est qui? Qui c'est le ministre? Le ministre de quoi? Quand? Comment? Ah, je sais pas. Alors, là, sur le toit, alors là, je m'assois à sa table. Et là, c'est ma table. Et qui êtes-vous? Je suis un ancien ministre. En politique, l'important, c'est d'être un futur ministre. Moi, je suis un futur ministre. Les ministres, ça les emmerde. Les anciens, ça sert à rien. Donc, et il me donne son nom, il est furieux. Il avait été secrétaire d'État pendant 8 jours sous la 4e République. Et il m'en a toujours voulu parce que j'ai pris sa place. Et donc, je me suis toujours dit, quand tu ne seras plus rien, surtout qu'on ne t'appelle pas monsieur le ministre, surtout qu'on ne t'appelle pas monsieur le président, appelez-moi Jean-Louis. D'accord? Alors, je vous appelle Jean-Louis. Alors, on va faire comme Ulysse. Vous êtes Monsieur Personne. Oui. Après un beau voyage, et retourné plein visage de raison, vivre entre ses parents le reste de son âge, j'en reverrai Gélard dans un petit village humé la cheminée, dans lequel sait qu'on pouvait rester au fond d'une pauvre maison, qui m'a dit une province et beaucoup la montagne. Plus me plaît le séjour combatif et sérieux, les palais romains, les fronts audacieux, je dirais que le Mont Palatin. Non, mais vous ne rechercherez pas Pénélope. Merci beaucoup d'être parmi nous. Je remercie vraiment aussi Stéphane et Maryse pour le café historique, effectivement, qui est une création de Bordeaux, qui s'exporte ici, et nous sommes très heureux de vous compter parmi nos grands invités. Alors, je ne vais pas dire que vous avez été malsain, je ne vais pas dire non plus que vous avez Ça veut dire très nécrologie. Oui, donc je ne vais pas dire non plus. En revanche, le livre est un livre de passionné. Vous avez fait ce dictionnaire amoureux, donc vous êtes amoureux de la République, et on le sent dans le mot déjà qui ouvre cette belle dédicace d'Éluard. On sent que vous êtes passionné par la République, vous parlez d'ailleurs de Marianne, on va en parler. C'est à la fois un symbole et une conviction profonde chez vous, depuis quand? C'est très compliqué. Si j'ai mis ce mot de Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il y a des rencontres, c'est que chacun d'entre nous, il y a en son fort intérieur des millions de cellules. Et une partie de ces millions de cellules sont des cellules que vous avez héritées de vos grands-parents, de vos parents. Et quand j'ai regardé, parce que j'écrirai un livre un jour sur ma famille, qu'est-ce que je vois? Je vois que il s'agit d'une petite famille juive. Mon arrière-arrière-arrière-grand-père a été le premier élu juif du village familial. Juste après la Révolution, on a donné un statut aux Juifs. Avant, il n'était rien. Pas d'état civil. Et tout d'un coup, il recevait un état civil. Et Jacques a été élu maire adjoint de Béchauffeur. D'ailleurs, grande leçon de tolérance, il vient d'être élu et il décide que dans le petit village de Béchauffeur, il y aura désormais la possibilité pour les citoyens d'accéder aux 3 cultes. Il y avait une église qui faisait à droite catholique, à gauche protestante. Il décide de faire construire par la municipalité un temple, restaurer l'église et construire une synagogue.
Quand je suis devenu ministre de l'Intérieur, mon père m'a fait venir et il m'a dit deux choses qui m'ont beaucoup marqué. La première, il m'a dit, fais attention, tu seras plus longtemps ancien ministre que ministre. Quel vrai. Deuxièmement, quand le petit village de Wechthofen te demandera quelque chose, que le maire soit de droite, de gauche, du centre, ailleurs, du bas, tu le fais. Ce village, il y a deux grandes familles. Il y a la famille Léon Blum et la famille... Et puis, je découvre ça parce que le maire, il y a une dizaine d'années, me demande de trouver des crédits d'État pour refaire le clocher d'église. Et un jour, je trouve ces crédits, on fait tomber le clocher, et on trouve dans le clocher un parchemin qui raconte cette histoire. Et mon arrière-grand-père, à 18 ans, lorsque, 1872, se dit « Je ne peux pas trahir la République ». La République a donné à ma famille un nom, un statut, une identité. Nous ne pouvons pas trahir. Et Simon, avant de devenir rabbin, a quitté l'Alsace pour être fidèle à la République. Ma famille avait rendez-vous avec la République. Et mon grand-père... Il y a une entrée d'ailleurs dans le dictionnaire pour votre grand-père Simon. Mon arrière-grand-père. Et mon grand-père, ce qui est très intéressant, et mon grand-père, le fils de Simon, fils de rabbin, sa mère est une fille de rabbin, va épouser une femme qui est une catholique. Et cette femme, ce n'est pas n'importe quelle catholique, puisque c'est une famille de Toulouse, le peintre de Babonson, qui est un peintre catholique à la mode à Toulouse, qui gagne très bien sa vie, et il va vouloir illustrer le J'accuse de Zola. Et il prend position pour Dreyfus, alors que les catholiques sont anti-Dreyfus. Il perd immédiatement toute sa clientèle. Il n'a plus rien. Et voilà cette famille juive qui va rencontrer cette famille catholique qui a choisi la République et Dreyfus. Et donc, pour moi, être républicain, c'est pas un effort. Je l'ai dans mes gènes. Mais ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est d'essayer de prendre le problème différent. Quand on parle de la République, on parle de Briand, de Jaurès, de Gaulle, de Mitterrand. Mais il y a, oui, c'est vrai, c'est bien de parler d'eux. Mais il y a des femmes et des hommes qui ont construit au quotidien la République. Quand on parle de l'entrée des femmes dans l'enseignement, on parle naturellement, et c'est normal, de Ferry, de Victor Duruy, de Camille C. Mais on oublie que c'est grâce à une femme que l'on ne connaît pas, Julie Victoire d'Aubier, cette petite femme qui décide eh bien, qu'elle va sortir de sa condition de femme, faire des enfants, et s'occuper du mari, et elle va rentrer à l'université. Il faut qu'elle passe le bac. Personne n'en veut. Le bac. Mais tous les maîtres de l'université disent, mais une femme dans l'université, mais c'est dramatique pour l'université française. Et elle se bat, et elle se bat, et elle se bat. Et un jour, le recteur de l'université d'Aix dit, c'est vraiment une emmerdeuse, on va lui permettre de passer ses examens. Elle n'a aucune chance, car à l'époque, le bac, c'est latin, grec, version, thème, histoire. Et cette petite Julie est la fille du gardien d'immeuble de l'usine de Bain-les-Bains dans le Sud. Comment une fille de gardien d'immeuble peut rivaliser avec les produits de l'enseignement français, de l'université française? Les épreuves écrites ont lieu, elle est la meilleure. L'université est au-dessus, quoi. On va casser l'université française parce qu'on va accepter des femmes. Alors, les professeurs se réunissent et il y en a un qui dit, j'ai une idée, moi. Il y a l'oral. Alors, on constitue un jury où il n'y a que des professeurs qui sont contre l'arrivée des femmes dans l'université.
les épreuves orales ont lieu, elle est la meilleure en tout sauf en mathématiques. Alors vous connaissez l'ustensile des maîtres de l'université quand il y a un problème, comme tous les fonctionnaires, le parapluie. On se tourne vers le ministre. Monsieur le ministre, si vous êtes ministre, c'est que vous êtes plus intelligent que nous. Trouvez la solution. Et comme aujourd'hui, comme hier, et probablement comme demain, les ministres de l'instruction et les ministres de l'éducation veulent être bien avec les syndicats. Alors M. Roland fait une déclaration approuvée par tout le monde et dit, moi, Roland, ministre de l'instruction, tant que je serai ministre, et pour ne pas déshonorer mon administration, je ne signerai jamais le diplôme de bachelier. Et tout le monde applaudit, et il est populaire. Ah, enfin, un ministre qui est ferme. Oui, mais Julie Victoire a pris des avocats. Et il n'y a aucune règle qui interdit aux femmes de passer le bachelier. Et le Conseil des ministres va décider, un an après qu'elle ait réussi ses épreuves, à faire de Julie Victoire la première femme qui a passé le bachelier. Quand vous regardez les livres d'histoire, on parle de Jules Ferry, je l'ai dit, de Victor Duruy, de Camille C, mais jamais de cette femme qui a eu une action beaucoup plus importante. Beaucoup plus importante. D'ailleurs, les femmes ont un rôle important, vous le dites aussi dans le dictionnaire. Vous parlez du droit de vote des femmes, vous parlez de Marianne, déjà, c'est un symbole. Marianne, c'est fantastique. Pourquoi Marianne? Pourquoi Marianne? Nous sommes au lendemain de la Révolution et on dit qu'il faut donner à la France une image, un symbole. Alors il y a quelques députés qui disent on va donner à la France l'image d'une coque gauloise. Oh, même basse-cour, c'est sérieux. Alors comme il y a tous les hommes, vous avez la France, l'image d'un homme, c'est la force, c'est la virilité. Et nous sommes sous l'influence des philosophes du XVIIIe siècle qui considèrent qu'une nation, qu'un pays, c'est comme un être humain, ça naît, ça vit et ça meurt. Donc donnons à la France l'image d'une femme, parce que c'est la femme qui donne la vie. Qui est nourricière. Alors, on commence par la dessiner sous la forme d'une déesse grecque, et puis progressivement on l'affine. Mais il y a un moment, on se dit, mais comment appeler cette femme? La France politique de cette époque est déjà très laïque. Elle ne veut plus entendre parler de la présence, de l'influence de l'Église catholique dans l'État. Et elle ne veut pas de prénom chrétien. Mais la France populaire est pénétrée des valeurs chrétiennes. Alors les prénoms les plus utilisés de la chrétienté, c'est Marie et c'est Anne. Et on fait une contraction de Marie et de Anne, et ça devient Marianne. Alors c'est une des explications. Il y avait une autre explication. Dans le sud-ouest de la France, il y avait une légende qui assimilait la France à une Marianne, c'est-à-dire à une déesse. Donc voilà, Marianne, symbole de la France, les femmes ont joué un rôle important. Juste parce que ça s'est passé pas très loin d'ici, un jour, le préfet de police décide que les femmes, que pour conduire une voiture, il faut un permis, une autorisation. Alors, les syndicats de police vont voir le préfet, disent, monsieur le préfet, c'est de la folie. Permettre à une femme de conduire. C'est dangereux de conduire. Il faut être responsable. Asseyez-vous. C'est vrai? Moi, je voulais rester debout, moi, c'est pas égal, mais je suis assis, moi. Voilà. Donc, ils vont voir le préfet de police. On ne va quand même pas donner l'autorisation de conduire une voiture à une femme. Les femmes sont des dangers mortels. Le préfet consulte des juristes. Et les juristes disent, mais écoutez, monsieur le préfet, il n'y a aucune raison qui interdit aux femmes de conduire une voiture. Alors le préfet, en catimini, donne à une femme qui lui demandait une autorisation. Mais la police veille. Place Saint-Augustin, non loin d'ici, ils se mettent devant chez eux, ils attendent, et un jour elle sort avec sa voiture. Hop, elle a fait 100 mètres, il arrête. Excès de vitesse. Je ne sais pas comment ils l'ont calculé, il n'y avait pas radar. Et cette femme va être la première femme à avoir le permis de conduire, la première femme à avoir une contravention et la première femme à avoir un retrait de permis. Oui, les femmes ont donné l'impulsion. Mais ce que j'ai voulu dans le dictionnaire, c'est pas me concentrer uniquement
sur des personnages connus ou inconnus. La République, elle s'est aussi installée grâce à des banquets. Le banquet républicain, qui avait été imaginé par les monarchistes libéraux, a progressivement évolué et a permis aux républicains de faire passer leur mot d'ordre, une manière de contourner la censure, aussi à l'architecture. Je pense toujours à la ville de Tours, où la basilique Saint-Martin règne sur la ville. Alors les républicains se sont dit, mais attendez, on va construire une préfecture qui va s'imposer face à la basilique pour montrer qu'il n'y a pas que le pouvoir temporel. Pour rivaliser, pour affirmer la présence de l'État. Et ils construisent une énorme mairie face à la basilique Saint-Martin pour montrer que désormais le pouvoir n'est pas le pouvoir de l'Église, c'est le pouvoir de l'État, des communes. À Évreux, que je connais bien, même chose. Sur l'ancienne maison des ducs d'Évreux, on construit une énorme mairie avec les symboles, où la mairie c'est le lieu où toute la vie civique se passe, déclaration de naissance, mariage, droit de vote et non. Et on montre bien face à la cathédrale d'Évreux qu'il y a une autre entité qui est très forte. À Lyon, ça c'est plus pour le pouvoir municipal, c'est le pouvoir de l'État. On construit une préfecture énorme, aujourd'hui complètement inutilisable, pour montrer dans la province le poids et l'influence de l'État. Alors, la République, c'est ça aussi. Et puis à un moment où il y a eu des interrogations sur la liberté, les chansonniers ont véhiculé des chansons populaires et à travers ces chansons, c'est le thème de la liberté et c'est le thème de la République. Et donc, la République, c'est pas un hasard, c'est une rencontre de tout cela. On parle aujourd'hui du canard enchaîné. On dit que c'est un drame. Mais qu'est-ce que le canard enchaîné face à Charivari ou à l'assiette au beurre? Et c'est ces journaux qui ont permis à la République de rester à peu près dans les clous en dénonçant des scandales. D'ailleurs, vous dites dans les grands symboles architecturaux, on pourrait imaginer que l'entrée sur l'Élysée, dont vous faites d'ailleurs une très belle analyse, une présentation, ce soit le grand symbole de la République. Et pourtant, pour vous, vous l'aviez publié dans le magazine Versailles que je dirige, vous dites Versailles c'est la République. Pour vous, Versailles c'est peut-être plus la République à la limite que l'Élysée, parce que Versailles c'est la proclamation, enfin vous allez le dire, c'est la proclamation effectivement très importante des États généraux, c'est le premier serment qui est prononcé, le serment du jeu de paume, c'est le moment où il y a l'abolition des privilèges, enfin, voilà, Versailles c'est ça. Et puis c'est toutes les réunions. Versailles c'est plus important pour moi que la monarchie. Versailles ça a été le tombeau de la monarchie. Versailles c'est cette séance du 24 juin 1789. Où le tiers-état, la noblesse, le clergé sont réunis. Et le marquis de Dreux-Brézé vient dire « Ordre du roi, allez, séparez-vous !» Il se dresse Mirabeau, et Mirabeau face au marquis de Dreux-Brézé. Il dit « Nous sommes ici par la volonté du peuple, nous ne sortirons que par la force des baïonnettes, nous sommes l'Assemblée nationale. » Et erreur fondamentale du marquis de Dreux-Brézé, au lieu de tourner le talon et de s'en aller, il s'est incliné devant Mirabeau, reconnaissant qu'il y avait deux légitimités, la légitimité monarchique et la légitimité républicaine. Et toute la question, toute l'histoire de France politique depuis la Révolution, c'est cette question. Est-ce que je gouverne la France parce que je suis héritier d'une famille? Alors c'est une légitimité d'essence monarchique. Ou est-ce que je gouverne la France parce que je suis élu par le peuple? Alors il va y avoir, naturellement, après la Révolution, l'Empire. Et l'Empire, c'est une légitimité d'essence monarchique. Moi, Napoléon Ier, je suis empereur des Français, je me couronne et je veux que mon fils me succède. L'Empire s'écroule. C'est la Restauration, naturellement. La Restauration.